Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tové. Ce soir, nous recevons Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud et président du mouvement populaire calédonien. Gilles Brial, bonsoir, merci. Bonsoir. D'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Comme d'habitude, nous consacrerons la première partie de l'émission à une interview sur l'actualité du pays, qui est très dense en ce moment, et puis sur l'actualité institutionnelle qui a été marquée tout récemment par la visite du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Et dans la deuxième partie, là, que nous avons intitulée « Entre nous », Gilles Brial nous emmènera sur les traces de son grand-père, Manuel Brial, qui était engagé volontaire dans le bataillon du Pacifique. Et puis nous retrouverons, comme d'habitude, les rubriques habituelles de notre émission, le QCM, le questionnaire de Proust et la question qui pique ou qui plaît. Mais tout d'abord, Gilles Brial, évoquons l'actualité du moment. Vendredi dernier, la province sud avait organisé son débat d'orientation budgétaire. Les finances de la collectivité sont à l'os, comme on dit. Alors comment est-ce que vous allez parvenir à équilibrer le budget 2021 ? Alors, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de créer des recettes, c'est-à-dire on va créer de nouveaux impôts. Celle-là, on l'écarte, parce qu'on est déjà aujourd'hui assez taxé en Nouvelle-Calédonie et ce n'est pas un élément de relance économique. La deuxième, c'est de revoir les compétences qui sont financées aujourd'hui par la province, mais qui appartiennent au gouvernement. Vous savez que les provinces, elles n'ont pas la capacité, elles, de lever non, l'impôt. La fiscalité, c'est du ressort du gouvernement. C'est du Congrès et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, nous, on exerce aujourd'hui des compétences comme l'aide médicale, comme ça peut être également, on finance l'enseignement privé, c'est une convention d'1,2 milliard par an, qui n'est pas du tout une compétence de la province sud, mais une compétence de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est que chacun revoie ses compétences, qu'on fasse d'abord des économies, ça c'est ce qui est fait, mais on le fait depuis 1 an et demi maintenant, mais c'est un moment, c'est limite. Nous on a supprimé 80 postes cette année, on va en supprimer près d'une centaine l'année prochaine, mais vous avez beau réduire la voilure, si vous avez en parallèle une baisse des recettes, vous arrivez à un moment, à une situation de blocage. Et c'est dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, comme on ne sent pas une grande volonté de modifier la clé de répartition avec nos, collègues de la province Nord et de la province des îles, et qu'on ne peut pas le faire seul, notre objectif, c'est de travailler avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir faire en sorte que chacun exerce ses compétences, et ce qui nous permet de faire des économies. Parce qu'il y a des vous délester de l'AMG et de la subvention à l'enseignement privé, ce qui représente à peu près 5 à 6 milliards. C'est quand même une somme. Mais pourquoi ces deux postes ? Pourquoi avoir choisi de se délester de ces deux postes et pas d'autres ? Parce que ce sont des compétences qui ne sont pas les nôtres, ne sont pas celles de la province. L'aide médicale, c'est clairement une compétence de la Nouvelle-Calédonie qui nous verse une compensation, mais qui ne couvre pas nos dépenses. Et alors pour le coup, pour l'enseignement privé, là, c'est un sujet qu'on a abordé avec le ministre des Outre-mer quand il est venu en Nouvelle-Calédonie. Quand l'enseignement a été transféré, vous savez qu'il y a un calcul sur les dotations que versait l'État pour qu'il continue à le verser après le transfert. C'est-à-dire que nous, on en devient compétent, mais c'est toujours l'État qui finance. Et dans le calcul, la participation de la province au financement de l'enseignement privé a été oubliée. Donc on lui a dit, attendez, ça a été oublié il y a quelques années. Il faut aujourd'hui que ce soit pris en compte et qu'on trouve un moyen de compenser. Donc ce sont des pistes qui sont difficiles à travailler, mais qui sont nécessaires aujourd'hui. Alors qui sont difficiles, et effectivement, Sonia Baquès a quand même dit qu'il y aura nécessité d'adapter les recettes fiscales à la réalité. Donc elle demande bien au gouvernement de créer de nouvelles recettes fiscales pour pouvoir payer ces charges. Donc à quoi faut-il s'attendre ? Quels nouveaux impôts sont dans les tuyaux ? Ça, ce sont les discussions qui sont en cours aujourd'hui entre le gouvernement et la société civile, je dirais, parce que ça ne doit pas être une décision politique prise seule, elle doit être... Mais sur quelle piste vous travaillez actuellement ? Nous, dans ce qu'on a porté, il y a eu la réforme de la TGC qui apportera pas forcément des nouvelles recettes, mais qui sera plus lisible. Mais je reviens là-dessus, c'est vraiment un débat qui doit se faire au niveau. Mais là, c'est urgent, c'est à la fin de l'année le budget. Donc la loi de programmation fiscale dont on parle beaucoup, finalement, qu'est-ce qu'il y aura dedans ? C'est pas à moi. Vous avez sûrement entendu des bruits de couloir. On a entendu parler. Il y a un travail qui sera peut-être fait sur les niches fiscales, mais encore une fois, c'est comment on travaille sur la répartition également des impôts. C'est-à-dire qu'il y a des impôts qui sont prélevés en Nouvelle-Calédonie. Il faut peut-être revenir à ce qui existait il y a quelques années. Quand on a mis en place la TGC, ça devait être sur une assiette de 51 milliards
de recettes fiscales, c'est-à-dire qu'on a supprimé 51 milliards de recettes qui existaient à travers différents impôts pour créer la TGC qui devait rapporter ces 51 milliards. Finalement, on voit qu'il en manque 8 parce qu'il y a eu des erreurs sur les calculs. Alors, moi, je considère que ça, c'est pas des nouveaux impôts. Il faut peut-être récupérer ces impôts. Donc augmenter la TGC. Mais en tout cas, mais pas. C'est retravailler sur les taux de TGC. C'est pas forcément une augmentation globale de tous les taux. C'est revoir. Il va falloir trouver de l'argent quelque part, quoi. C'est vrai que là, on voit le budget arriver rapidement. C'est en fin d'année. Et cette loi de programmation fiscale promise, mais finalement, c'est toujours pas ce qu'il y a dedans. Mais après, il y a la troisième solution. Donc, je disais, première piste, c'est on ne touche pas trop les impôts. La deuxième, on revoit les impôts tels qu'ils sont prévus aujourd'hui. Et la troisième piste, et qui est importante, c'est une demande de l'intervention de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en métropole, il y a une programmation fiscale, enfin, une aide globale, une aide nationale qui est faite sur l'impact du Covid. Et l'impact du Covid existe en Nouvelle-Calédonie. Quand on a une baisse des recettes, on a une baisse de l'IS, c'est-à-dire des impôts sur les sociétés. À partir du moment où vous avez des sociétés qui n'ont pas travaillé pendant un mois, mais le ministre a été clair, on prend en charge ce qui considère vraiment la protection de la crise sanitaire, mais pour ce qui est de la gestion de la collectivité, non. Aujourd'hui, cette partie-là... Ça, c'est bien le message que vous a donné. Oui. Ben après, nous, il ne peut pas y avoir une solidarité nationale pour l'ensemble de la France hors Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que la relance, les 20 milliards d'euros qui sont mis en place au niveau de la solidarité nationale aujourd'hui, on considère, ça c'est un travail qu'il faut faire du gouvernement, mais également il faut que nos parlementaires se retroussent les manches et nous aident à ce niveau-là. Moi je considère que la Nouvelle-Calédonie doit faire partie de l'effort national. En plus du prêt de l'AFD. Le prêt de l'AFD, c'est pour couvrir les dépenses qui ont été les nôtres. Le ministre a dit que tout ce qui est la partie liée au Covid, c'est-à-dire par exemple la mobilisation des hôtels, du personnel pour faire tourner les hôtels, ça sera pris en charge par l'État, ce qui est une bonne chose, hein, parce que ça veut dire que ça réduit évidemment l'enveloppe de l'emprunt, et c'est quand même plusieurs milliards, on doit être à peu près à 8 milliards. Donc ces 8 milliards-là, on peut les utiliser, les mobiliser différemment. D'accord. Alors venons-en maintenant à un autre dossier brûlant du moment, celui de Vallée. Oui. Le 5 novembre dernier, donc Antonin Beurrier, le président de Vallée NC, a annoncé des discussions exclusives jusqu'au 4 décembre entre un consortium calédonien et international pour donc le rachat de Gros. Vous pensez que c'est une bonne offre et que cette fois ça va aboutir ? Alors oui aux deux. Oui, c'est une bonne offre parce qu'on n'en a pas tant que ça, des offres au départ. Quand Vallée a annoncé sa volonté de se retirer du territoire, il y avait 7 repreneurs potentiels qui se sont désistés au fur et à mesure. Il y a eu la phase de négociation avec un repreneur australien qui n'avait pas la dimension financière suffisante, mais c'était le seul qui était resté en liste, et qui s'est retiré finalement parce que pas par rapport à sa taille financière, mais par rapport aux craintes qu'il avait sur l'évolution des choses en Nouvelle-Calédonie, les pressions qui ont été mises. Alors pas qu'il y avait aussi le tour de table qui était incomplet pour une ceinture associée. Les deux, on peut s'écouter. La pression mise en Nouvelle-Calédonie a fragilisé le tour de table. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, Trafigura est un groupe solide au niveau mondial, c'est un des plus gros qui a la capacité financière de soutenir ce projet, qui en plus est appuyé au niveau local, puisqu'il y a une participation, et ça c'est quand même une première en Nouvelle-Calédonie sur l'aspect métallurgique, une participation des employés de Vallée qui rentrent au capital. Ça veut dire que eux, ils vont accepter pendant plusieurs années de baisser leur salaire pour pouvoir financer pour acheter leurs actions. Ça veut dire qu'ils croient en leur société, et ça c'est quand même quelque chose de positif. Et puis une mobilisation de l'actionnariat populaire calédonien et une montée en puissance des sociétés porteuses que sont Promo Sud notamment. Alors, justement, c'est effectivement, il y a Promo Sud et la SPMSC, donc les provinces, on va dire, c'est plus simple, qui vont monter au capital, ce qui fera à peu près 20%. Cela dit, il va falloir mettre plus d'1 milliard sur la table. Où allez-vous trouver l'argent, sachant que Promo Sud est déjà dans une situation financière extrêmement difficile? Mais alors, il y a des négociations, et si cette vente peut se faire, c'est qu'il y a des gens qui ont cru. La première d'entre elles, c'est Sonia Baquès, qui fait quasiment en ce moment tous les soirs donc ses visioconférences, parce que Antonin Beurrier est en quarantaine, donc il est en visio, mais le pool
financiers est hors territoire. Donc il y a des visios qui sont, et il y a des négociations. Et qui va payer alors où allez-vous trouver l'argent? Pour l'instant, le montage n'est pas bouclé, et moi je ne désespère pas qu'on ait des bonnes nouvelles à ce niveau-là dans les semaines qui viennent. Il y a des négociations. Mais on ne sait pas. Je comprends que c'est une offre, c'est très bien qu'il y ait une offre qui permet de sauver les emplois, mais ça soulève aussi des interrogations. Qui va payer la participation? Parce que c'est quelque chose, on le sait, vous l'avez suffisamment dénoncé, les collectivités prenant part dans la société minière. Là, on n'est pas à hauteur de 51%, 51% non, mais il y a une somme à sortir quand même. Oui, c'est 1 milliard. Alors, soit Promosud mobilise. Promosud, c'est le bras financier de la province sud. 1 milliard, ça se négocie en emprunt avec les financeurs. Mais, je le redis encore une fois, les négociations, on n'est qu'au début des négociations, et moi je ne désespère pas qu'on ait des bonnes nouvelles à ce niveau-là. L'implication de la province, elle doit faire deux choses: garantir les 3000 emplois et garantir l'aspect environnemental. On a mis le paquet. On reviendra après à l'aspect environnemental. Pardon ? Oui, on y reviendra plus tard. D'accord. En tout cas, aujourd'hui, donc, il y a une mobilisation sur ces deux points-là, sur sauver les emplois, mais nous, notre objectif, c'est de sauver les emplois sans mettre les collectivités de Nouvelle-Calédonie en danger. Donc, dans les négociations, on prend ça en compte, c'est-à-dire on veut sauver les emplois des 3000 personnes qui travaillent aujourd'hui, parce que ce sont 3000 familles calédoniennes, ils ne sont pas moins payés que ceux du Nord, ceux-là, mais on ne veut pas non plus mettre en danger les collectivités, comme ça peut être le cas ailleurs. Oui. Alors, il y a 25% donc, qui appartient à Trafigura, qui est un géant du négoce des matières premières, et 25% pour une compagnie financière de Prony, qui sera présidée par Antonin Beurrier. Alors, qui trouvera-t-on dans cette structure, dans ces 25%? C'est Antonin Beurrier qui sera l'actionnaire principal? Il y a un pool d'actionnaires, c'est pas moi à le dévoiler aujourd'hui, on est dans... Mais il l'a dit lors de la conférence de presse que c'était... Mais lui, il est porteur de cette société, mais il ne sera pas seul. Il y aura un pool d'actionnaires de personnes qui sont en Nouvelle-Calédonie. Je ne suis pas sûr que le tour des tables soit complètement défini aujourd'hui, mais en tout cas qui ont la capacité de mobiliser assez d'apports financiers pour boucler le tour de table et faire en sorte qu'on ait une société qui soit à une majorité de capitaux de Nouvelle-Calédonie. Et donc Antonin Beurrier, c'est président de cette compagnie financière de Prony, président de Prony Resources, donc de toute la structure, et il est actuellement président de Vallée. Donc il est le vendeur et l'acheteur. Oui. Ça vous pose pas un problème, ça? Surtout, ça montre qu'il croit au projet. Il n'y a pas de conflit d'intérêt pour vous d'être à la fois vendeur et acheteur? Non, je ne pense pas. Quand la question se poserait si vous aviez 15 concurrents et puis que c'était celui-là qui était retenu, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a qu'un repreneur potentiel, c'est ceux qui sont en discussion en contrat d'exclusivité aujourd'hui. Et moi, je suis plutôt rassuré. C'est-à-dire que quand vous avez le président de Vallée NC qui rentre dans un tour de table de la société qui rachète Vallée NC, puisque la réalité c'est que Vallée veut se retirer de la Nouvelle-Calédonie. Alors oui, ok, il est des deux côtés, mais il va mettre de l'argent sur la table. Il va mettre de l'argent, il va mettre certainement beaucoup d'argent sur la table, ça veut dire qu'il croit en projet. Et c'est ça qui est rassurant pour les Calédoniens. Quand vous avez à la fois les salariés de l'usine, les dirigeants de l'usine qui mettent des billes dans ces sociétés, parce que c'est de l'argent qu'ils apportent. C'est de l'argent qui se met dans... C'est une preuve de confiance. Et ça veut dire qu'il croit en cette société, qu'il croit en procédé. Et moi, je suis rassuré par rapport à ça. Et ça veut dire qu'ils vont rester durablement investis sur le développement de cette société. Alors, il y a une autre source un petit peu d'inquiétude autour de cette usine, mais qui existe depuis assez longtemps, ce sont les risques environnementaux. Pourquoi est-ce que la province n'a jamais demandé d'audit indépendant sur les risques environnementaux de cette usine, sachant que s'il arrivait un accident, ce serait dramatique pour le Grand Sud? Je ne sais pas si elle l'a jamais fait, en tout cas nous on la dirige depuis 1 an et demi. Là encore, dans les négociations, l'implication de la présidente de la province, ça a été de doubler les garanties. Vous savez que sur ce projet, il y a des garanties environnementales, c'est-à-dire que la société qui est porteuse du projet, qui est propriétaire du projet, doit mettre une partie de l'argent de côté s'il y a un impact environnemental. Et donc il y a un vrai risque si on met tant d'argent. Il y a toujours. On peut pas c'est ce qui est arrivé au Brésil dans les usines précédentes de Vallée. On sait qu'il y a un risque réel. Il y a toujours un risque qui est, à notre avis, très très minime en Nouvelle-Calédonie. Les conditions ne sont pas les mêmes techniques et, je dirais, climatologiques
qu'est-ce qui s'est passé au Brésil. Mais à partir du moment où une industrie, quelle qu'elle soit, il y a toujours un risque pour l'environnement. Le rôle de la province, là, c'est pleinement sa compétence, c'est de s'assurer qu'il y ait le maximum de garanties techniques, environnementales qui ont été prises, et qu'ensuite, après, il y a le maximum de garanties financières pour intervenir s'il y avait un problème. Alors, on va poursuivre notre conversation sur l'avenir institutionnel. Donc, les derniers jours ont été marqués par la récente visite de Sébastien Lecornu, qui est ministre donc, des Outre-mer, et il a exhorté les dirigeants politiques locaux à avancer sur les effets du oui et les effets du non. Donc, à chacun de réfléchir à l'hypothèse de l'autre. Donc, vous, en l'occurrence, de réfléchir à l'indépendance. Il a dit, nous devons lever toutes les ambiguïtés de fond. Donc, évoquons avec vous la piste du oui. Votre vision de l'indépendance jusqu'à présent et durant la campagne, ça a plutôt été l'apocalypse. Donc, il va falloir dire, peut-être ça va être peut-être un petit peu juste comme contribution au débat. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre réflexion? Quelles vont être vos exigences en cas d'indépendance? Mais moi, vous n'allez pas me faire dire que l'indépendance c'est une bonne chose pour la Nouvelle-Calédonie. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je vous ai invité à y réfléchir. C'est une vision apocalyptique, je continue à croire que c'est une mauvaise chose pour la Nouvelle-Calédonie et pour les Calédoniens en particulier. Ça, c'est la première des choses. Mais dans ces discussions, il faut d'abord savoir ce qu'appellent, quand les indépendantistes parlent d'indépendance, de quoi ils parlent finalement. Et quand nous on parle d'une Nouvelle-Calédonie autonome au sein de la République, de quoi on parle? Oui, mais là, ce qu'il vous demande, c'est de faire l'exercice inverse. Il faut changer de logiciel et mettez-vous... Il faut commencer par ça. Avant de passer à la deuxième étape, l'étape la plus difficile, c'est de comprendre le oui de l'autre et puis après de voir ce qui est important dans son oui et ce qui est non acceptable. Mais il faut d'abord faire la première étape. Et puis c'est important parce qu'on ne le parle pas assez et il manque des deux côtés, que ce soit des indépendantistes et des loyalistes, cette capacité à dire comment on voit une Nouvelle-Calédonie française et comment on voit une Nouvelle-Calédonie indépendante. Alors, ensuite, sur une Nouvelle-Calédonie indépendante, moi je ne suis absolument pas favorable évidemment à une Nouvelle-Calédonie indépendante, mais les questions que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne sont pas nés en métropole, qui sont en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'on va avoir notre double nationalité? Donc vous voyez, quand on va travailler sur le oui de l'autre, enfin sur le... Mais il va y avoir des exigences. Quelles seront vos exigences? Qu'est-ce que vous, dans la perspective d'une indépendance de Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, quelles seront pour les loyalistes justement les exigences que vous mettrez dans votre... C'est ça que vous demande le ministre, de dire quelle sera votre vision, quelles seront les choses que vous aurez aussi votre mot à dire. Oui, mais la première des exigences, c'est que le choix des Calédoniens d'abord soit respecté. Et ça, on l'oublie. Mais de l'ensemble des Calédoniens, oui, non, mais... C'est bien ça qui vous demandez. C'est un exercice qui est compliqué, mais c'est bien ça qui vous demandez de faire. Mettez-vous dans l'hypothèse. Nous, ce qu'on souhaite, c'est quelle est la citoyenneté calédonienne? Est-ce qu'elle est ouverte ou est-ce qu'on continue à être fermé? Le droit à la propriété privée, c'est-à-dire que les Calédoniens qui sont propriétaires aujourd'hui, est-ce qu'ils vont le rester demain, alors qu'on voit qu'il y a des lois de pays qui sont déposées aujourd'hui ou qui excluent une partie de la population? Donc c'est un territoire de la Nouvelle-Calédonie demain qui reste ouvert sur le monde. Et c'est ça le travail qui doit être effectué. Mais encore une fois, se projeter sur ce qu'est l'indépendance ou ce qu'est une Nouvelle-Calédonie largement autonome, c'est vrai que c'est un travail qui est compliqué. Mais c'est pas tant comme ça qu'il faut voir la question, c'est dans le projet d'indépendance des indépendantistes, qu'est-ce qui peut retenir notre attention et correspondre à notre projet de nous, d'une Nouvelle-Calédonie largement autonome. Et dans notre projet d'une Nouvelle-Calédonie autonome au sein de la République française, en quoi les indépendantistes peuvent retrouver un territoire décolonisé, en fait. Oui, justement, c'est ce qu'a dit effectivement le ministre. Il ne faut pas se raconter de carabisto, y a-t-il dit. Quoi qu'il arrive, il y aura un nouvel accord. Si le non l'emporte une troisième fois, donc en cas de troisième non, il y aura une continuité du processus de décolonisation. Donc ça veut dire que vous devrez proposer un projet qui poursuivra la décolonisation. Est-ce que ce que vous avez fini la décolonisation? C'est lui qui a dit. Moi, je ne fais que répéter. Il a le droit de le dire, mais je ne dois pas être d'accord avec lui. Non, mais à un moment, quel sera votre projet en cas de troisième non? Est-ce que ce sera ce que vous avez proposé pendant la campagne? Qu'est-ce que vous proposerez cette Calédonie? Nous, on a porté un projet, c'est-à-dire que pour la première fois, mais juste sur la décolonisation. Moi, je veux qu'on m'explique aujourd'hui, mais je le fais vraiment de manière sincère, hein, sans aucun sens. C'est pas une critique vis-à-vis des indépendantistes. Ce que je voudrais comprendre de leur part, c'est qu'est-ce qu'ils attendent
qu'est-ce qui définit pour eux aujourd'hui qu'on est encore colonisé? Moi, je considère qu'elle a été décolonisée, la Nouvelle-Calédonie, à partir du moment où on a lancé l'accord de Nouméa. Il semble qu'un certain nombre d'indépendantistes considèrent qu'on est encore colonisé aujourd'hui. Et je voudrais juste qu'à un moment, on nous dise, mais quels sont les points qui font qu'aujourd'hui, ils considèrent qu'il y a l'État colonisateur, parce on décide de tout en Nouvelle-Calédonie, et finalement les peu de compétences qui restent à l'État sont les compétences régaliennes que personne n'a intérêt à exercer. Et l'article 27. Oui, mais enfin, excusez-moi, c'est des cacahuètes par rapport à l'ensemble des compétences qui sont gérées. Parce qu'aujourd'hui, on gère toutes les compétences financées par l'État. Donc c'est mieux que l'indépendance, quand même. Donc, si, et je l'espère, il y a un troisième référendum, qu'il y a un troisième non, on devra proposer une solution pérenne qui prenne en compte ce qu'ont dit majoritairement les Calédoniens, c'est-à-dire d'inscrire définitivement, en tout cas de manière pérenne, la Nouvelle-Calédonie dans la Constitution française, mais trouver un mode de fonctionnement qui nous permette d'avoir cette large autonomie, parce que l'inspiration indépendantiste, on ne pourra pas dire... Qu'est-ce qui changera par rapport à l'accord de Nouméa? C'est un statu quo que vous proposez finalement? Mais non, aujourd'hui on est dans des dispositions transitoire. Oui, il faut des qu'est-ce qu'il y aura de plus dans ce que... il faut revoir son financement, il faut revoir qui peut participer aux élections en Nouvelle-Calédonie. Et après, je le redis, dans ce que veulent aujourd'hui, dans ce que les indépendantistes imaginent de l'indépendance, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prendre, extraire sans être indépendant et l'inclure dans un projet de société d'une Nouvelle-Calédonie autonome? C'est ça le travail qu'il faut être capable de faire. Et qui pourra nous permettre d'avoir un territoire qui passe à autre chose, quoi. Qui passe à son développement et au mieux vivre de ses populations. Alors, venons-en à la question des référendums. Donc, vous en vouliez rapidement, après vous n'en vouliez plus. Maintenant, il semble que le troisième référendum soit inévitable. Dans quelle position vous êtes? Vous êtes résolu à dire qu'il y aura un troisième référendum, ou vous continuez de dire on peut l'éviter? Alors on en voulait plus. Nous, ce qu'on dit, c'est que la période référendaire, et ça on n'a pas changé d'avis là-dessus, elle est destructrice pour la Nouvelle-Calédonie, pour son économie, pour l'aspect social du développement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, après le deuxième référendum, soit on est capable de trouver, avec les indépendantistes, une solution qui, je le redis, prend en compte, parce que ça c'est quand même important pour moi, de l'expression majoritaire des Calédoniens, et qui prend en compte, donc c'est-à-dire rester au sein de la République française, cette revendication identitaire, culturelle, portée par les indépendantistes. Soit on est capable de trouver ça, comme ça a été le cas en 98 avec l'accord de Nouméa, et tant mieux. Et on fait un référendum. Qu'on soit parti pour, visiblement. Oui, mais vous savez, en 98, c'est pareil, et en 88 aussi. Donc, d'ailleurs, sur votre chaîne hier soir, il y avait une émission très intéressante, c'était la rediffusion des médiateurs du Pacifique. De la mission de la médiation. Et on est parti de loin à l'époque. On est parti de beaucoup plus loin. Enfin, là, on a 6 mois, donc ça va aller vite. Qu'aujourd'hui. Il a réglé ça en quelques jours. Il y a on était dans une autre situation. On était dans une autre situation. Mais on peut toujours trouver des différences avec le passé. Je dis, vous y croyez encore, ça veut dire. Moi, je crois qu'il faut en tout cas donner la chance. Le ministre des Outre-mer a fait cette démarche, il est venu longtemps en Nouvelle-Calédonie, il a une démarche politique forte. Je suis rassuré par le fait que l'État veuille se réimpliquer en Nouvelle-Calédonie, ce qui nous a manqué ces dernières années. Et il faut laisser la chance à cette négociation. On a des personnes qui nous représentent. Moi, je souhaite qu'elles portent notre projet de société qui a été celui qu'on a défendu lors du référendum, c'est-à-dire une Nouvelle-Calédonie qui n'accepte aucune des indépendances, aucune forme d'indépendance, mais qui prenne en compte les revendications identitaire et culturelle portée par les indépendantistes. Et soit on est capable de trouver ça, soit on n'est pas capable, et il faut préparer le troisième référendum. Et les deux doivent se préparer en même temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que les négociations échouent pour commencer à envisager le troisième référendum. Les loyalistes que l'on porte aujourd'hui doivent continuer dans la démarche qui a été la nôtre. Quand le troisième référendum, vous le verriez plutôt dans 1 an ou dans 2 ans? Mais je vous dis, moi, s'il y a un troisième référendum, plus la période référendaire est courte, et mieux c'est pour la Nouvelle-Calédonie. Donc dans 1 an. Donc, moi, je préférais que ce soit dans 1 an. Même si on doit en avoir un, plus vite il sera, et mieux ce sera. Donc octobre 2021. On va passer à la rubrique suivante, qui est celle de la question qui pique ou la question qui plaît. Alors, Gilles Brial, je vais vous présenter 2 corbeilles. Dans celle-là, des questions qui piquent, et dans celle-là, des questions qui plaisent. Qu'est-ce que vous prenez? Celle qui pique, je pense que c'est... Prenez-la et tendez-la moi. Tirez au sort.
Attention, qui s'y frotte s'y pique. Vous avez été directeur de la campagne Les Loyalistes pour le référendum du 4 octobre. 2 jours avant le scrutin, vous avez déclaré « Je sens une vraie dynamique, ça va bien se passer dimanche ». Est-ce que c'est ça, manquer de flair politique ? C'est pas le score qu'on espérait. On progresse en termes de voix, mais les indépendantistes ont récupéré plus de nouvelles voix, on va dire. Enfin, oui, vous gagnez 2700 voix et eux 11 000, donc il y a quand même... Oui, mais on gagne le référendum quand même. Non, mais on savait que ça allait être compliqué. Il y a eu une mobilisation. On a progressé dans certains quartiers. On a dévissé sur la côte Est, notamment. Et je partage l'analyse qui a été faite par Civipov, vous savez, l'Institut de Sciences Po. Quand on regarde les votes en tribu, quand vous prenez Poindimier, quand vous prenez Réouin, dans les villages, là où vote l'électorat traditionnellement caldoche, le non est stabilisé, et par contre dans les tribus, on dévisse, c'est-à-dire qu'on perd des voix. En tant que directeur de campagne, vous regrettez des choses dans cette campagne? Vous avez dit, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait une autre campagne que celle que j'ai faite. Il y a des choses que je regrette absolument pas, et il y a d'autres qu'on n'a pas. Qu'est-ce que vous regrettez par exemple? L'union, la mobilisation qui a été la nôtre, le fait d'avoir voulu porter un projet, ne pas s'opposer à la dépendance, mais c'est présenter quelque chose. C'est ce que vous avez fait. Oui, mais ça je le regrette pas. Oui, et ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas été assez présent dans certains quartiers. On n'a pas été assez présent sur la côte Est notamment. Vous avez fait campagne où c'était acquis? Non, pas du tout. Non, on a fait un gros travail de terrain sur les quartiers. On a fait un travail de mobilisation des abstentionnistes. Et d'ailleurs, on s'est heurté à des vraies difficultés, ne serait-ce qu'à les retrouver, les abstentionnistes. C'est-à-dire qu'entre l'adresse qu'il y a sur les fichiers électoraux et la réalité, il y a un vrai gap. Ce que je regrette surtout, c'est qu'on est parti trop tard. C'est-à-dire que l'union des loyalistes a été faite certainement trop tard. On a eu les municipales qui nous ont fait perdre beaucoup de temps. Oui, qui ont été perturbées par la crise sanitaire de je crois. Mais du coup, nous, on n'était pas organisés comme les indépendantistes qui sont organisés. Le FNKS, il y a une organisation qui dure depuis des années. Nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Et s'il y a un troisième référendum, c'est ça qu'il faut rectifier. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis, il faut faire confiance aux négociations, mais en parallèle, il faut préparer le troisième référendum. Il faudra partir à point là. Mais il faut partir dès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est déjà en train de faire ce travail pour être en ordre de marche plus rapidement. On a aujourd'hui des équipes qui tournent dans le Nord, alors que le référendum est passé il y a quelques semaines. D'accord. Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission qui s'intitule Entre nous. Alors, Gilles Brial, vous avez choisi de rendre hommage à votre grand-père et à ses 2 frères qui se sont engagés lors de la Seconde Guerre mondiale, et vous nous avez emmenés sur leurs traces, notamment au monument aux morts de Nouméa. Regardez. On a les 3 Brial, Benjamin, Jean, les 2 petits frères de mon grand-père et mon grand-père. Mon grand-père faisait partie du bataillon du Pacifique. Lui, il était métissé, papa européen d'une maman wallisienne. Il est parti en France, donc lui, c'était une découverte et il était fier de ça. Et on a eu cette transmission dans la famille de la valeur de l'effort et du sentiment d'avoir joué son rôle. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi, avec vraiment cet attachement familial et cette histoire mêlée au territoire de Wallis-et-Futuna. On le voit là avec son petit frère, et ça, c'est la dernière photo qui a été prise sur le sol calédonien. Et puis après, on voit pendant la campagne les origines de mon grand-père qui, dès qu'il pouvait laisser tomber son uniforme, le faisait avec beaucoup de plaisir, je crois. J'aime beaucoup cette photo. Je trouve c'est dans ce regard la force qu'il avait, et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Moi, j'ai pas eu la chance de connaître mon grand-père. Il est mort avant que je naisse, mais c'est quelque chose qui est profondément ancré dans les valeurs de ma famille, cet attachement du coup à la République, à ce gaullisme. C'était un gaulliste du coup après pur, convaincu. Et puis après, autour de la guerre, il s'est engagé, et donc il était représentant de Wallis-et-Futuna, et donc là on le voit en photo avec le président Coty. On a beaucoup de photos de lui avec le monde politique calédonien de l'époque, avec Henri Lafleur, avec le papa Nesline,
avec Monsieur Pidgeot. Et donc il a une histoire particulière parce qu'il est descendant de famille royale. Sa mère était reine de Wallis. C'était la reine Aloysia. Donc ça fait partie de l'histoire de la famille, du lien important que j'ai avec ce petit bout de terre qui est juste à côté de la Nouvelle-Calédonie. Et du coup, je trouve que le mélange entre la métropole, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, ça résume ce qu'est ma famille et ce qui est à l'origine de mon engagement. Mes parents habitent juste là, de chez mes parents. On voit la Croix de Lorraine. C'est une sorte de truc, j'étais biberonné, je dirais, avec ces valeurs-là quand j'étais gosse. Et je ne vois pas comment j'aurais pu éviter d'avoir un attachement à une Nouvelle-Calédonie, à défendre en tout cas cette vision de la Nouvelle-Calédonie que j'ai aujourd'hui. Alors Gilles Brial, dans ce reportage d'Océane Daconia, vous rendez hommage à votre grand-père et on voit que le gaullisme et Wallis et Futuna, c'est deux ancrages forts pour vous. Oui, mais c'est à mon grand-père, mais au-delà, à tous ces Calédoniens du bataillon du Pacifique, j'ai vraiment une grande admiration pour ce qu'ils ont fait. Ouais. Et j'ai toujours été passionné par cette histoire-là et surtout très impressionné par leur courage ou même leur folie de s'être lancé dans cette aventure. Oui, il y a une histoire forte entre De Gaulle. Alors hier c'était les 50 ans de sa mort. Moi j'ai eu la chance d'aller sur sa tombe à Colombey-les-Deux-Églises, aller à la Boisserie. C'est la résidence familiale qui est transformée en musée. J'ai des photos. J'avais été d'ailleurs pour 30 ans de la participation. C'est Général de Gaulle qui a mis en place la participation dans les entreprises. Et j'étais au jeune RPR à l'époque. Et c'est une vision que j'aime beaucoup. C'est une vision d'une France forte. C'est cette droite qui est fière de ses valeurs, qui veut un État fort, mais qui a un aspect social important. C'est-à-dire qu'on peut vouloir que la France soit forte et que les Français se développent et faire attention à cet aspect social. Et c'est un peu les valeurs. Vous définissez comme un gaulliste social. Oui, mais le gaullisme, c'est ça. C'est une vision. Il y a plusieurs branches. Il n'y a qu'un général de Gaulle. Après, il y a des interprétations. Des héritiers. Ah oui, mais les héritiers, ils ont leur interprétation. Mais de Gaulle, à la base, c'était ça. C'était celui qui était capable de taper du poing sur la table, qui était capable de se rebeller, qui baissait pas la tête, mais qui était capable, malgré son statut, son éducation, de faire attention à ceux qui étaient les plus défavorisés en France. Et je trouve que ça, ce sont des belles valeurs qui se perdent peut-être parfois. Et puis ça fait 50 ans qu'il est mort, c'est normal qu'au fur et à mesure on perde l'esprit, mais en tout cas on doit garder ses valeurs. Merci, donc on va passer à la suite de notre émission avec le questionnaire de Proust. Alors Gilles Brial, quel est le sportif que vous admirez le plus? Laurent Gannet. C'est marrant, je m'en doutais un peu. C'est vrai, non, mais parce que je l'ai vu, parce que c'est certainement mon meilleur copain. On a fait du vélo ensemble, mais je l'ai vu surtout progresser. Je l'ai vu champion du monde, champion olympique. Donc forcément, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait. Oui, moi j'étais un cycliste, mais pas du tout à son niveau, mais on a couru ensemble. On a porté tous les deux le maillot de l'équipe de Nouvelle-Calédonie en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'était sympa de porter les couleurs du caillou. Et j'ai évidemment beaucoup d'admiration sur le travail qu'il a fait et le palmarès qui a été le sien. Votre giron préféré? Je dois le dire là, comme ça? Oui, vous pouvez le dire, oui. Je dis souvent culotte. Voilà, pour essayer d'être... Ah oui, c'est gentil. Non, je dis la vraie version calédonienne de ça, mais je trouve qu'à la télé... Ma fille, j'ai une fille qui dit pas de gros mots. Elle est très attentive à ça. Elle me fait mettre une pièce de 100 francs à chaque fois. Donc si elle nous regarde, elle va nous regarder, j'espère. Qu'elle se bouge les oreilles. La qualité que vous appréciez le plus chez les autres? La fidélité. La fidélité en amitié. Moi, je suis quelqu'un qui... Alors en amitié, parce qu'en politique, c'est pas toujours évident. C'est plus dur en politique. En politique, c'est d'être fidèle à ses idées. Parce que je trouve que on change. Enfin, moi, en tout cas, je suis très attaché à respecter mes idées. Et parfois, les mouvements changent. Et donc, vous changez de mouvement parce que vous avez gardé les mêmes idées. Et en amitié, c'est quelque chose d'essentiel. J'ai peu d'amis, mais je les ai depuis très longtemps. Et c'est vraiment mon bol d'air. C'est avec ça que je me ressource, quoi. Votre endroit préféré en Nouvelle-Calédonie?
C'est où je vais à la chasse, c'est une propriété après Waco, à Wabala, c'est la propriété de ma famille adoptive, je dis dès le maître, et j'aime beaucoup cet endroit-là. Il n'y a pas de téléphone. Ouais, j'aime. Alors moi, je suis le vrai Calédonien. J'adore la chasse, j'adore la pêche. Et d'ailleurs, si le jour où je vais disparaître, j'aimerais que mes cendres soient une partie dispersée en mer et l'autre sur cette propriété, parce que c'est un cadre magnifique, et je trouve que pour se ressourcer, c'est quelque chose d'exceptionnel de marcher dans les forêts, et voilà, j'adore ça. Bon, espérons que ce sera le plus tard possible. Oui, je suis pas pressé. Non, on n'est pas pressé. Place maintenant au QCM de Tové. Alors, dans cette rubrique, on va tester vos connaissances sur la province sud. Quelle est, en superficie, la plus vaste commune de la province sud? Tio, Boulou-Paris ou Yaté? Tio, Boulou-Paris ou... je dirais Boulou-Paris. Et non, c'est Yaté. Eh ben voilà. 133 000 hectares. Selon le dernier recensement de 2019, combien y a-t-il d'habitants en province sud? 203 144, 215 613 ou 197 152? Alors, 70% de 270 000, ça doit faire... Combien vous m'avez dit? 203 144, 215 613 ou 197 152? 203 000. 203 144, très bien. C'est exact. Que veut dire Kowekara? L'endroit où l'on prépare à manger, l'endroit où l'on s'assoit, l'endroit où l'on rêve. Je sais pas, mais j'aurais mis l'endroit où on s'assoit. Non, c'est l'endroit où l'on prépare à manger. Ah ouais. Yaté compte 4 tribus kanak: Goro, Twaoru, Unia et Windo, Wao ou Wara. Wara. Non, Wao. Ah d'accord. Wara, c'est Lilloin, je crois. Oui. Et donc, c'est pas la commune de Yaté. Non, c'est Mandor, du coup, Lilloin. Le maire des Mandor, je lui demande de m'excuser. 2 sur 4, vous avez je lui ai enlevé Lilloin. Ah oui, peut-être vous en vouloir. Ouais. 2 sur 4. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Mais avant de se quitter, on va s'intéresser à l'actualité du monde avec notre rubrique Grand Large. Alors Gilles Brial, je vais vous demander de commenter tour à tour 2 photos de l'actualité extérieure du pays. Et tout d'abord, l'élection américaine. Joe Biden a été élu à l'issue d'un suspense insoutenable. Ouais. Si vous aviez été américain, qui auriez-vous voté? Je me pose la question. Si j'étais un Américain Je vois bien trumpiste, moi. Ouais, je pense. Ouais, mais parce qu'on a une vision, nous, tronquée peut-être en Europe. Je suis pas d'accord avec ses positions sur les femmes, sur tout un tas de choses. Mais si j'avais vécu aux États-Unis, ce serait pas dans une grande ville, parce que j'aime pas le monde. Et ceux qui vivent pas dans les grandes villes votent Trump aux États-Unis aujourd'hui. Alors, on a vraiment une opposition entre le monde rural et le monde citadin quand on prenait les cartes. C'est un choix compliqué parce que je trouve que aucun des deux n'était très bon. Ils avaient des candidats. Ce qui est un peu compliqué dans le système électoral américain, c'est que chez les démocrates, il y avait des candidats qui étaient bien. Je ne parle pas d'un vieux comme Bernie Sanders, mais dans les plus jeunes, qui se sont éliminés dès le départ parce qu'il faut quand même parce qu'il faut des moyens financiers. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la différence entre une démocratie comme la France où on donne les mêmes moyens à chaque candidat avec des règles très strictes en termes de financement. Et les États-Unis où c'est l'apport financier qui vous permet de passer les étapes, et finalement les candidats qui vont je dirais en finale pour les démocrates et les républicains sont ceux qui ont eu le plus d'apports financiers et pas ceux qui ont eu forcément le meilleur programme. Alors deuxième photo, l'hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie de Conflans-Sainte-Honorine, qui a été décapité par un terroriste islamiste. Vous avez été vous-même enseignant. J'imagine que ça vous a beaucoup touché. Oui, quand je vois cette photo, je la trouve magnifique, cette photo. J'en ai la chair de poule. De ce que j'ai pu lire de le caractère de cet homme, c'est quelqu'un qui aimait profondément son métier et qui l'a fait pour le coup avec beaucoup d'honnêteté, les précautions qu'il a prises autour de ce cours, sur les valeurs qu'il enseignait, mais comment il l'a amené. Il a fait tout bien. Et après, je trouve que le système
l'a en partie abandonné, où il a dû s'excuser de bien faire son boulot. Les réseaux sociaux l'ont donné en pâture, et d'ailleurs c'est un vrai problème. Un jour, il faudra qu'on se penche sur le rôle des réseaux sociaux dans notre vie et leur pouvoir de nuisance. Et surtout le mauvais usage qu'en font certains. Oui, mais c'est un vrai pouvoir de nuisance. Et après, cette idéologie qui est pour moi insupportable et qui est une dérive des religions qui ne doit pas être acceptée, qui doit être condamnée. Et il le paye aujourd'hui d'avoir bien fait son métier, mais d'avoir porté honorablement les valeurs de la République. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est dommage qu'il y ait une reconnaissance une fois que la personne a été assassinée, qu'il n'y ait pas une reconnaissance avant de ce que ces gens font au quotidien pour les petits de notre pays. Merci Gilles Brial, ça va bientôt être le moment de se quitter. Comme d'habitude, dans Tové, c'est donc l'invité qui choisit la musique du générique de fin. Oui. Donc, qu'est-ce que vous allez nous faire écouter ? Du Cabrel, parce que c'est ce que je chantais à mes enfants pour les endormir. Je chante très mal, mais j'aime beaucoup, j'ai encore un peu avec ma fille de 10 ans, prendre le temps le soir de leur chanter une chanson. Et quand on s'est séparés avec leur mère, je l'appelais au téléphone le soir et je lui chantais Je l'aime à mourir. Voilà, c'est celle-là que vous avez choisie. Ouais, je la trouve extraordinaire. C'est pour moi la plus belle chanson de Cabrel. Eh bien, pendant qu'on écoute Cabrel, je vais vous laisser écrire un petit mot dans le livre d'or de Tové. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouvera le 24 novembre pour le dernier Tové de cette saison. C'est une émission qui sera présentée par Falaï Ouedro et elle recevra le président de la province des Îles, Jacques Lallier. Belle soirée. À chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime.